Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. Je suis tombée enceinte d'un client de la prostitution. Ça a été un choc pour moi. Ça a été aussi un choc pour mes parents parce que c'était même la goutte d'eau. Je m'appelle Grace. Je suis d'origine camerounaise. Je suis âgée de 26 ans cette année. Après le succès de la saison 1, nous avons été contactés sur les réseaux sociaux de La Vie en Rouge et au Mouvement du Nid par de nombreuses personnes qui souhaitaient à leur tour enregistrer. Cette saison 2 accueille ainsi de nouvelles personnes, soit venues après avoir écouté le podcast, soit parce qu'elles étaient accompagnées par le Mouvement du Nid et y ont vu la possibilité de s'exprimer publiquement sur leur histoire. Elles ont conçu et réalisé ces épisodes en choisissant les thématiques qu'elles voulaient aborder, en participant au montage et en s'engageant dans un mouvement collectif. On parle souvent du choix. Elles ont choisi. Elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie, je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 5, Revivre. Au bout de 9 mois, il me fait croire que ça va s'arrêter, que ça va changer, mais ça changeait pas. Tous les jours, tout le temps. Et il me promettait toujours cette phrase, je vais t'épouser, tu seras ma femme, on va vivre le foyer, personne ne saura ce que tu as fait, tu n'as pas à avoir honte, tu n'as pas à te sentir sale. Parce que ce que tu fais, il y a plusieurs femmes qui le font et elles vivent normalement. Donc, tu n'es pas différente de ces femmes-là. La première fois où je me suis révoltée, je me rappelle très bien, je lui ai dit, je vais porter plainte. J'aurais dit que, voilà, je subis tel acte, je subis de la violence, je suis martyrisée. Et là, il m'a fait comprendre que, mais tu vas aller où? Vas-y, va porter plainte. Tu n'as pas de documents, tu n'as pas de situation. Qui va te croire? Je peux me lever ce matin, je disparais, je t'abandonne ici. Comment feras-tu en Allemagne? La police va t'arrêter et ça m'a fait peur. Je me suis dit, la police, si je parle, peut-être j'irai en prison. Je me suis encore une fois tue. Je pense qu'il avait soupçonné que la police pouvait avoir des doutes sur ce qu'on faisait là-bas parce que un Airbnb, quand même, voir des gens qui viennent, qui entrent, qui sortent comme ça. Forcément, il avait compris que la police avait avec la puce à l'oreille que quelque chose se passait dans cette maison. Il m'a dit non, tu sais quoi, je nous ai pris des billets, on part aujourd'hui, on va sur Paris. Et sur Paris, les choses ont changé, je te promets, tu ne feras plus cela. Et c'est cette vie-là que je t'avais promis qu'on va vivre. Au fond de moi, je me disais que si cet homme a pu me faire cela, peut-être qu'à Paris, il refera la même chose. Mais je me suis accordé le bénéfice du doute. Je me suis dit à moi, je lui donne une seconde chance de changer, de s'améliorer parce que personne n'est parfait. Et c'est donc comme ça qu'on s'en va sur Paris. Et sur Paris, ça n'a pas changé. C'était les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes situations qui commençaient à devenir agaçantes pour moi et insupportables. Et j'ai pris conscience que je ne pouvais plus continuer comme ça. Et c'est là où je lui ai dit, je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée moralement, je suis fatiguée mentalement et psychologiquement. Je ne peux plus. Je ne sais pas si il faut appeler la police, que vraiment il m'arrête, mais je ne peux plus. Et quand il a su que vraiment je ne pouvais plus, que je voulais même aller parler, ce jour, il m'a abandonnée dans la maison. Comme c'est lui qui avait l'argent, tout l'argent que j'avais eu à travailler dans la prostitution pendant 9 mois en Allemagne, il est reparti avec. Et il m'avait offert un téléphone parce que comme je n'avais pas d'identité de lui, pas son nom, pas son email, pas son adresse, pas son vrai numéro,
Le téléphone sur lequel lui et moi on communiquait, il a cassé ce téléphone, il l'a récupéré et sur mon ordinateur, il a effacé toute preuve qui prouvait que lui et moi étaient en contact. Même sur son Facebook, c'était un username, un faux compte, dont je n'avais aucune trace de lui. Et il me l'avait dit ce jour en partant que tu n'as aucune trace de moi. Moi, je peux dormir en paix parce que c'est que tu ne sauras jamais. La France est tellement grande. Tu ne sauras jamais dans quelle province réellement je vis, quel est mon nom, quelle est mon adresse. Je n'ai même pas l'opportunité de pouvoir dénoncer, de pouvoir dire ce que j'ai vécu, de pouvoir mettre un nom, un prénom sur ce visage. Pour que les gens sachent que s'ils croisent cette personne dans la rue, il a eu à obliger une femme, à tromper une femme, en lui faisant croire qu'il devait l'épouser, mais au contraire, il m'a obligé à me prostituer. Quand il m'abandonne, je n'ai pas d'argent pour manger, même pour m'acheter une bouteille d'eau. Je me retrouve moi-même à me prostituer pour pouvoir m'offrir un sandwich, pour pouvoir avoir une place où dormir pendant plus de 3 mois. Ça se passe dans Paris et à la gare du Nord, vers Stalingrad, Boubigny aussi, la gare de l'Est. Je suis très surprise de voir que des hommes savent pertinemment que je ne suis pas vraiment intéressée, mais comme j'ai un manque d'argent, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me coucher, j'ai besoin de me doucher, ils acceptent ma proposition d'aller dormir avec eux pour de l'argent. Parfois, c'est même au dernier restaurant. Juste avec un bonjour, comment ça va? Je peux te poser une question pertinente et puis il répond oui. Est-ce que ça te dirait une fellation pour 25 €? Et il est tout oui. Il est partant. Dans sa voiture, chez lui, il est partant. Et ça a été choquant pour moi de voir que les hommes, l'être humain en général n'a pas de frein. Ni de compréhension. Parce que parfois, quand j'y vais, il y a des fois où j'y allais, et puis je me disais que sûrement, si je le dis à quelqu'un, il me dira, mais non, pourquoi tu fais ça? Je vais t'acheter à manger gratuitement, ou te donner 5 € gratuitement. Mais personne ne le faisait. Au contraire, il redemandait mes services. Que ce soit en Allemagne ou en France, les clients, ils veulent pas être protégés. Ils veulent pas se protéger des maladies, donc Oui. ils veulent pas mettre le préservatif. Oui, ils veulent pas se protéger. Ils n'ont pas peur des maladies. Tout ce qu'ils veulent, c'est assouvir leur désir. Et je prévenais toujours à ces hommes-là qu'il y a des maladies. Et d'autres me répondaient, tais-toi, t'es qu'une pute. Tu n'es que là pour assouvir nos désirs, tu n'as rien à dire. Et j'étais obligée de le faire parce que j'avais besoin d'argent et aussi parce que j'étais sous l'emprise d'une personne qui me commandait, qui me dirigeait. Le mois de juin, j'ai su que j'étais enceinte parce que je suis enceinte. Ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, je ne peux pas continuer dans ça. Comme j'allais tout le temps à la gare du Nord pour pouvoir m'asseoir aussi, réfléchir, j'ai fait la rencontre d'une dame. Elle me fait comprendre que je suis trop jeune pour faire ce que je fais, me prostituer. Elle me propose de m'apprendre l'aide à la personne, auxiliaire de vie, et qu'elle m'hébergera quelque temps chez elle. 2 semaines. De là où on s'en va chez elle, dans une femme très gentille d'ailleurs, très ouverte. Elle avait des enfants, ils ont été très gentils avec moi, très respectueux, ils m'ont pas jugé parce que je sais que si elle m'invite chez elle, ça veut dire qu'elle a eu à parler de ce que je faisais à son mari et à ses enfants. Ils n'ont pas été péjoratifs avec moi. Ils m'ont accueilli et elle m'a appris comment faire le métier d'auxiliaire de vie pour un temps. Ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, finalement, je peux travailler. Je peux être décente. Je peux faire quelque chose. Je peux apprendre un métier, je peux sortir de la prostitution, je peux arrêter et je peux être une mère digne. Je me suis dit, plus de prostitution dans ma vie. Par la suite, j'ai commencé à chercher des associations. C'est là où j'ai rencontré le mouvement du Nid. Ils m'ont fait comprendre qu'ils me contacteront. J'allais aussi dans d'autres associations. Comme j'étais enceinte, je voulais un suivi de grossesse. Je voulais savoir si j'étais atteinte d'une infection sexuellement transmissible. Je voulais tout savoir.
Et donc, j'ai vu une sage-femme de la PMI de Paris qui m'avait recommandé d'aller à Notre-Dame de Paris pour faire mes examens, mon test de VIH, tout ce qui va avec. J'ai été déclarée négative à tout, sauf au chlamydia, où j'ai contracté le chlamydia dans la prostitution. Ça a été soigné, bien évidemment. C'est comme ça que j'ai commencé une vie assez normale, tout en essayant de mettre cela derrière moi. Tu as été enceinte par un client de la prostitution? Oui, je suis tombée enceinte d'un client de la prostitution. Au départ, ça a été un choc pour moi. Ça a été aussi un choc pour mes parents parce que c'était même la goutte d'eau. C'était quelque chose qu'ils n'acceptaient pas, surtout mon papa. Ça a été vraiment un choc au point où nos relations ont été affectées. Ils ont coupé tout contact avec moi. Parce que quand j'ai arrêté la prostitution, quand je suis venue sur Paris et que maintenant je me prostituais à mon compte, j'ai redemandé pardon à mes parents. Je leur ai expliqué la situation et ils m'ont dit on te comprend, on ne te juge pas, mais on t'avait prévenu. C'était pas facile pour ma mère, pour mon père, pour mes soeurs et mes frères. Mais ils m'ont soutenu, mais ils ne savaient pas que j'étais enceinte parce que moi je ne savais pas que j'étais enceinte. C'était double coup de massue. Prostitution, encore plus grossesse, c'était pas évident. Même pour moi, c'est pas évident. Moralement, ça m'a beaucoup affectée. Je me suis demandé un moment, est-ce que ça valait la peine de garder cet enfant? Mais je me suis souvenu que un enfant, c'est jamais au mauvais moment. C'est mon enfant, je l'aime, même si je l'ai eu dans cette situation. J'ai décidé volontairement de l'éduquer, de le garder et d'en prendre soin. Et pour que demain, cet enfant soit comme une source d'inspiration pour me motiver que voilà, je dois être une mère digne, une mère responsable. J'ai quitté Paris, je suis allée dans une autre ville où j'ai été suivie toujours par le mouvement du nid. Là maintenant, ce que j'espère, c'est que ma situation administrative s'améliore. C'est aussi que tout se passe bien dans ma grossesse, que des opportunités professionnelles et socio-professionnelles et d'insertion s'ouvrent à moi. Le parcours de sortie de prostitution, j'espère vraiment l'avoir et je prie de tout cœur de l'avoir parce que c'est un parcours qui donne l'accès à l'insertion professionnelle, à l'insertion aussi sociale. C'est comme un nouveau départ. Tu as cette opportunité de ne plus retenir dans la prostitution, mais plutôt aider ton prochain à montrer que, effectivement, même en tant qu'ancienne prostitution, tu peux t'éduquer, tu peux t'informer, tu peux apprendre un métier comme aide-soignante, comme dans la communication, comme je ne sais, comme dans l'auxiliaire de vie, tu peux faire quelque chose et tu peux être digne. Tu as droit à une seconde chance. C'est pour ça que je veux ce parcours de sortie de prostitution. Pour prouver que même si j'ai eu à faire de la prostitution, je suis quelqu'un qui aspire à des grands projets, qui sait ce qu'elle veut et que si j'ai une opportunité de prouver qu'effectivement, je veux travailler, je veux m'intégrer, je peux le faire. Comment travailler, comment s'instruire, comment apprendre, comment s'intégrer, comment être à s'aimer soi. Parce que en faisant la prostitution, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de femmes qui ne s'aiment pas soi-même. Il y a beaucoup de femmes qui se dévalorisent. Toute femme devrait savoir qu'elle a de la valeur, qu'elle a de l'estime de soi, qu'elle peut faire ce qu'un homme peut faire, qu'elle n'est pas obligée parce qu'elle s'est prostituée de se sentir sale ou de se sentir inférieure à une autre femme qui n'a pas subi la prostitution. On est toutes égales. Ah oui. Oui, il y a quelque chose qui a changé depuis que je suis suivie au mouvement du nid. Côté moral, la rencontre avec les travailleurs sociaux du mouvement du nid, ça m'a beaucoup aidée. Ça a été comme une ouverture de porte. Je me suis dit, finalement, il y a des gens qui me comprennent. Il y a des gens qui ne me jugent pas. Il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner, pour nous tenir la main, pour nous dire oui, tu l'as subi et oui, c'est terminé. Côté émotif, pour le moment, je n'arrive pas à faire confiance aux hommes, pour le moment. Je suis encore sur mes gardes et je préfère maintenant observer et écouter. Je préfère finir de bien me guérir moralement, psychologiquement,
avant d'entamer une relation. Et au niveau cauchemar, ça n'a pas été facile pour moi. Des nuits et des nuits, j'en ai souffert et j'en souffre encore. Mais je me dis qu'il y a de l'espoir. Bon, j'ai plusieurs projets, mais je préfère rester dans le possible. Plus tard, je me vois bien reprendre des études en communication et médias, plus spécialement dans le journalisme. Mais pour le moment, j'aimerais suivre une formation dans le domaine médical pour continuer en tant qu'aide-soignante. Ça m'intéresse bien aussi de venir en aide à mon prochain parce que je me dis que la santé aussi, c'est un domaine très important qui ne doit pas être négligé. Vu qu'aujourd'hui, vu la population qui est assez vieillissante, ils ont besoin d'aide, des gens qui ont besoin d'aide. Donc, ça sera pas non plus mal qu'une main de plus comme la mienne se joigne pour aider. C'est très important ce podcast parce que je pense même que ça aide énormément de personnes. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui subissent cela et qui n'arrivent pas encore à parler. À force d'écouter des témoignages, des histoires vécues, je me dis que ça les motivera à encore plus parler pour que ce vice soit exterminé une bonne fois pour toutes, si possible. Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du Mouvement du Nid. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions tous les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.